Bonjour tout le monde, bienvenue à cette vidéo. Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Car selon moi, je sais que le trois quarts du monde n'aime pas lire et tout ce qui est écrit dans ce livre-là, selon moi, chaque être humain devrait le savoir, car c'est l'histoire de l'évolution humaine de A à Z. Je vais vous partager 39 extraits de ce livre. On commence immédiatement. Sapiens, une brève histoire de l'humanité. Il y a 100 000 ans, la Terre était habitée par au moins 6 espèces différentes d'hominités. Une seule a survécu, nous, les Homo sapiens. Comment notre espèce a-t-elle réussi à dominer la planète? Pourquoi nos ancêtres ont-ils uni leurs forces pour créer villes et royaumes? Comment en sommes-nous arrivés à créer les concepts de religion, de nation, de droits de l'homme, de dépendre de l'argent, des livres et des lois, à devenir esclaves de la bureaucratie, des horaires, de la consommation de masse, et à quoi ressemblera notre monde dans le millénaire à venir. Ce livre a été écrit en 2011 et a été traduit en français en 2015. J'ai reçu ce livre en cadeau d'une amie qui a terminé un cours en histoire à l'université. Selon moi, chaque être humain sur cette terre devrait connaître l'histoire de ce livre. Ce livre nous explique l'évolution de l'être humain de A à Z, et beaucoup plus encore. Malheureusement, j'ai terminé ce livre il y a environ 3 mois, et je ne peux pas tout vous expliquer en détail car il y a beaucoup trop de contenu. Alors je vais vous partager seulement quelques extraits. Il y a environ 13,5 milliards d'années, la matière, l'énergie, le temps et l'espace apparaissaient à l'occasion du Big Bang. L'histoire de ces traits fondamentaux de notre univers est ce qu'on appelle la physique. Les lecteurs de ce livre sont vraisemblablement tous des Homo sapiens, de l'espèce sapiens sage et du genre Homo homme. Homo sapiens veut dire homme sage. Notre espèce humaine est identifiée par ce terme. Avant, il y avait 3 espèces humaines qui vivaient sur cette terre, à 3 endroits différents, en Afrique, en Asie et en Europe. Maintenant, il reste seulement une race humaine sur cette terre et c'est nous. Pourquoi? Car nous, les Homo sapiens, on les a tous tués. Comme on a aussi tous tué le 3 quarts des animaux qui vivaient sur cette planète. Ce livre nous fait réaliser que nous, la race humaine, on n'est pas aussi intelligent qu'on le pense. C'est plutôt le contraire. On est vraiment stupide. Mais commençons par le début. Il y a environ 2,5 millions d'années, tous les êtres humains qui vivaient sur cette terre étaient en Afrique. Oui, on vient tous de l'Afrique. Peu importe qu'on demeure en Chine, au Canada, nos arrière-grands-parents sont tous les mêmes. Il n'y avait aucun autre humain ailleurs sur cette planète. Par contre, la Terre était déjà habitée au complet. Dans chaque petit recoin de la planète, il y avait plein d'animaux qui y vivaient. En Australie, à mesure qu'ils progressaient, ils découvraient un étrange univers de créatures inconnues, dont un kangourou de 2 mètres pour 200 kilos et un lion marsupial aussi massif qu'un tigre moderne, qui était le plus gros prédateur du continent. Dans les arbres évoluaient des koalas beaucoup trop grands pour être vraiment doux et mignons, tandis que dans la plaine sprintaient des oiseaux coureurs qui avaient 2 fois la taille d'une autruche, des lézards dragons et des serpents de 5 mètres de long ondulaient dans la broussaille. Au Canada et aux États-Unis, v'là 16 000 ans, quand les premiers Américains quittèrent l'Alaska pour le sud, s'aventuraient dans les plaines du Canada et de l'ouest des États-Unis, ils trouvèrent des mammouths et des mastodontes, des rongeurs de la taille d'un ours, des troupeaux de chevaux et de chameaux, des lions géants et des douzaines d'espèces de gros animaux qui ont totalement disparu, dont les redoutables chats à dents de cimeterre et les paresseux terrestres géants qui pesaient jusqu'à 8 tonnes et pouvaient atteindre 6 mètres de haut. L'Amérique du Sud hébergeait une manégarie encore plus exotique de gros mammifères, de reptiles et d'oiseaux. Avant, l'homme était vraiment insignifiant. On était comme un lièvre aujourd'hui.
à la merci de tous les gros prédateurs. On pouvait se faire manger par un lion n'importe quand. On se nourrissait principalement de petits mammifères et de fruits. C'est de là que provient le terme chasseur-cueilleur. On se levait le matin pour aller chercher de la nourriture, l'après-midi on mangeait et la journée était terminée. Les fourrageurs changeaient de maison tous les mois, toutes les semaines, voire chaque jour, trimballant tous leurs biens sur leur dos. Il n'y avait pas de déménageurs, ni de chariots, ni même d'animaux de bas pour partager le fardeau. Aussi devaient-ils se contenter de l'essentiel. Il était de retour au camp en début d'après-midi pour préparer le repas. Cela leur laissait tout le temps de bavarder, de raconter des histoires, de jouer avec les enfants ou de traînasser. Bien entendu, parfois les tigres les attrapaient et les serpents les mordaient, mais ils n'avaient pas à s'inquiéter d'accidents de la circulation ou de pollution industrielle. Quand un homme ou une femme était rendu trop âgé et avait de la difficulté à suivre leur groupe, la solution était simple. Une personne était désignée pour la tuer, à l'aide d'un coup de bâton en arrière de la tête. Car le groupe, la tribu, ne pouvait pas se permettre d'être ralenti au risque de manquer de nourriture et mourir de faim. C'était une question de survie. La vie humaine n'avait pas une grosse valeur. Quand une vieille archer devenait un fardeau pour le reste de la bande, un des jeunes hommes se glissait furtivement derrière elle et la tuait d'un coup de hache à la tête. Comme tous les animaux aujourd'hui, l'être humain vivait avant seulement en petits groupes de 20 à 50 personnes maximum. Si le groupe devenait plus gros, alors il se divisait en deux nouveaux groupes. C'était la seule façon de pouvoir maintenir l'ordre social dans la tribu. Quand l'être humain a réussi à grossir des groupes, c'est quand le langage, ils ont commencé à parler, à échanger avec des mots. Ensuite, il y a eu les religions. Les religions, c'est ça qui ont servi à faire grossir les groupes pour que le monde arrête d'être seulement 20, 50 dans un groupe. Il existe des limites claires à la taille des groupes qui peuvent se former et se maintenir ainsi. Pour que ça marche, tous les membres du groupe doivent se connaître intimement. Deux chimpanzés qui ne se sont jamais rencontrés ni battus et qui ne se sont jamais livrés à une toilette mutuelle ne sauront pas s'ils peuvent se fier l'un à l'autre. Si cela vaudrait la peine de s'entraider, et lequel est le plus haut placé? Dans des conditions naturelles, une troupe typique de chimpanzés compte entre 20 et 50 individus. Si le nombre de chimpanzés d'une troupe augmente, l'ordre social se déstabilise au point de déboucher finalement sur une rupture et sur la formation par certains éléments d'une nouvelle troupe. C'était exactement la même chose pour nous avant les êtres humains. Puis c'est vrai, comme j'ai dit tantôt, c'est le langage de la parole et des religions qui a fait qu'on a réussi à faire des groupes plus gros. Depuis 2,5 millions d'années, l'être humain a vécu en petits groupes, ont vécu comme des animaux à 100%. On était peu nombreux. Il y avait beaucoup plus d'animaux sur la planète qu'il y avait d'humains. Aujourd'hui, c'est le contraire. Les humains sont beaucoup plus nombreux et il y a presque plus d'animaux. Mais qu'est-ce qui fait que les êtres humains ont arrêté de vivre comme les animaux? Il y a une seule réponse à cette question et cela s'est produit il y a 70 000 ans avant notre ère. La révolution cognitive, l'émergence du langage fictif. Quand nous, les Homo sapiens, on a commencé à réussir à communiquer entre nous à l'aide des mots, c'est cela qui a fait toute la différence et c'est pour cette raison qu'on est différent des autres animaux aujourd'hui. Grâce au langage, on a pu réussir à se comprendre et à échanger avec d'autres groupes et en même temps grossir nos groupes. Voilà le commencement de l'histoire. Grâce à la parole, on a pu commencer à partager notre savoir avec les autres générations. C'est ce que les animaux ne sont pas capables de faire. Grâce à la parole, on a pu commencer à élaborer des plans pour chasser beaucoup plus d'animaux en même temps et ils n'étaient plus obligés de seulement chasser des petits gibiers. Maintenant, on pouvait chasser n'importe quel animal, peu importe leur grosseur. Grâce à la parole, les sapiens ont commencé à se répandre hors de l'Afrique. Vous pensez que cela est une bonne nouvelle? Que le langage de la parole est positif? Oui et non.
Il y a 45 000 ans, les sapiens, pour la première fois de l'histoire, sont parvenus à quitter le système écologique afro-asiatique pour aller découvrir l'Australie. Ils ont réussi cet exploit à l'aide de petits bateaux qui se sont fabriqués. Avant l'invention de petits radeaux, les sapiens, nous les humains, étaient prisonniers de l'Afrique. Avant, en Australie, il n'y avait aucun homme, seulement des animaux. Quelques milliers d'années après que nous ayons débarqué en Australie, le trois quarts des espèces d'animaux avaient disparu. 90% de la mégafaune australienne s'est éteinte après l'arrivée de l'homme, alors qu'il vivait depuis des millions d'années avant. Voilà pourquoi je disais au début que nous, la race sapiens, est stupide. Aucune autre espèce d'animaux a éliminé d'autres espèces. Quasiment inconnus en Afrique et en Asie, les mammifères marsupieux étaient souverains en Australie. Presque tous ces géants disparus en quelques milliers d'années. 23 des 24 espèces animales australiennes de 50 kg ou plus s'éteignèrent. Bon nombre d'espèces plus petites disparues également. Pourquoi a-t-il disparu il y a 45 000 ans? Si les diprotodons avaient été les seuls gros animaux à disparaître à cette époque, on aurait naturellement pu croire à un hasard. Or, plus de 90% de la mégafaune australienne a disparu en même temps que le diprotodon. Les preuves sont indirectes, mais on imagine mal que, par une pure coïncidence, Sapiens soit arrivé en Australie au moment précis où tous ces animaux moururent de froid. Et ce n'est pas fini encore. 30 000 ans avant notre ère, nous les sapiens, on a quitté l'Afrique pour aller en Europe. Mais en Europe, il y avait déjà une autre espèce d'humains qui y vivait, les Néandertals. Stop, prends une petite gorgée d'eau. Et ce n'est pas fini encore. 30 000 ans avant notre ère, nous les sapiens, on a quitté l'Afrique pour aller en Europe. Mais en Europe, il y avait déjà une autre espèce d'humains qui y vivait, les Néandertals. Vu que nous, on était capable de communiquer entre nous grâce au langage, on a réussi à tous les éliminer très facilement, car eux ne maîtrisaient pas encore le langage. Les Néandertals qui réussissent à se sauver moururent tous par la suite de faim, car leur groupe était dispersé. Voilà maintenant l'extinction des Néandertals. Maintenant, nous les Homo sapiens devions la seule espèce humaine vivant sur cette terre. Et ce n'est pas fini encore. 16 000 ans avant notre ère, nous les sapiens, on a quitté l'Europe pour aller en Amérique. Après avoir éliminé les Néandertals en Europe, nous les sapiens, on a continué à parcourir plus de kilomètres. On s'est rendu en Russie, en Sibérie, en Alaska. On présume que les sapiens ont découvert Cuba seulement il y a 5 000 ans, car le dernier squelette de mammouth trouvé date de 5 000 ans. Au Canada, aux États-Unis, au Mexique, et pour terminer, 5 000 ans avant notre ère. On commence ça. Et ce n'est pas fini encore. 30 000 ans avant notre ère, nous les sapiens, on a quitté l'Afrique pour aller en Europe. Mais en Europe, il y avait déjà une autre espèce d'humains qui vivait, les Néandertals. Vu que nous, on était capable de communiquer entre nous grâce au langage, on a réussi à tous les éliminer très facilement, car eux ne maîtrisaient pas encore le langage. Les Néandertals qui réussissent à se sauver moururent tous par la suite de faim, car leur groupe était dispersé. Voilà maintenant l'extinction des Néandertals. Maintenant, nous les Homo sapiens devions la seule espèce humaine vivant sur cette terre. Et ce n'est pas fini encore. 16 000 ans avant notre ère, nous les sapiens, on a quitté l'Europe pour aller en Afrique, pour aller en Amérique. Après avoir éliminé les Néandertals en Europe, nous les sapiens, on a continué à parcourir plus de kilomètres. On s'est rendu en Russie, en Sibérie, en Alaska. Vu que le passage entre la Sibérie et l'Alaska était petit, les sapiens ont été capables de traverser l'étendue d'eau encore une fois à l'aide de petits bateaux.
au Canada, aux États-Unis, au Mexique. Et pour terminer, 5000 ans avant notre ère, Sapiens a terminé son parcours à Cuba. On présume que les sapiens ont découvert Cuba seulement il y a 5000 ans, car le dernier squelette de mammouth trouvé date de 5000 ans. Quand on est arrivé en Amérique il y a 16 000 ans, nous on a recommencé encore le même exploit qu'on avait fait en Australie, en Europe. On a éliminé 34 espèces animales sur 47. C'est ça. Quand on est arrivé en Amérique il y a 16 000 ans, nous on a recommencé le même exploit qu'on avait fait en Australie. Donc, on a tué 3/4 des animaux, puis en Europe, qu'on avait tué l'autre espèce d'humains. Et on a éliminé 34 espèces animales sur 47. Comme on l'a vu à la page 10, il y avait énormément de gros mammifères au Canada et aux États-Unis avant notre arrivée. Après seulement 2000 ans, ces animaux avaient disparu. Ce qui est dommage quand on pense qu'ils vivaient tranquillement depuis déjà 30 millions d'années. La révolution cognitive, être capable de parler entre nous, le langage, a été l'une des catastrophes écologiques les plus amples et les plus rapides qui se soient abattues sur le règne animal. Donc on y pense comme il faut. Nous, on a évolué, mais ce qu'on a fait au restant de la planète est vraiment incroyable. Au moment de la révolution cognitive, la planète hébergeait autour de 200 genres de gros mammifères terrestres de plus de 50 kg. Au moment de la révolution agricole, une centaine seulement demeuraient. Homo sapiens provoqua l'extinction de près de la moitié des grands animaux de la planète, bien avant que l'homme n'invente la roue, l'écriture ou les outils de fer. Deuxième partie, la révolution agricole. Après la révolution cognitive, il y a eu la révolution agricole qui a débuté 12 000 ans avant notre ère. Ensuite, sont apparues les premières écritures, les premières monnaies et les premières religions 5000 ans avant notre ère. Je viens de vous résumer seulement 10% de ce livre. Pour tout savoir ce qui s'est passé dans l'histoire de l'humanité jusqu'à aujourd'hui, je vous conseille de lire ce livre. Ce livre a changé ma manière de voir le monde. Comme plusieurs personnes le disent, pour bien se connaître, on doit savoir d'où on vient. Avant de terminer, je vais juste vous dire 2 autres petits détails importants. Savez-vous d'où vient le nom de l'Amérique et pourquoi on nomme les gens qui demeurent en Amérique les Indiens? 1. Quand Christophe Colomb a découvert l'Amérique, il ne le savait pas. Il pensait qu'il avait découvert une nouvelle terre en Inde. Après avoir vu des nouvelles personnes, il les nommait les Indiens, car il pensait qu'il était en Inde. 2. Christophe Colomb ne savait pas qu'il avait découvert un nouveau continent. Il pensait qu'il était en Inde. Quelques années plus tard, un certain Amerigo dit que Christophe Colomb n'était pas atterri en Inde, mais bien qu'il avait découvert un nouveau continent. Alors, 5 ans après, un homme dessinait une nouvelle carte du monde et nomma le nouveau continent l'Amérique, car il pensait que c'était Amerigo qui l'avait découvert. Voilà pourquoi l'Amérique se nomme ainsi. Croyant à tort que c'était Amerigo Vespucci qui l'avait découvert, Walden baptisa le continent en son honneur, America. Et connaissez-vous le scorbut? Quand les Européens voyageaient en bateau, souvent l'équipage mourait au complet du scorbut. Cela coûtait la vie à environ 2 millions de matelots. Le scorbut était une maladie très grave. Leurs gencives et autres tissus mous se mettaient à saigner. Ensuite, ils perdaient leurs dents. Des plaies ouvertes apparaissaient et les gens perdaient la maîtrise de leurs membres. Tous les navires qui voyageaient en haute mer avaient ce problème. La raison pourquoi tous ces gens attrapaient le scorbut était leur nourriture, car ils mangeaient beaucoup trop de viande et pas assez de fruits et de légumes. Un jour, un homme nommé Cook oblige tous ses marins de manger seulement des fruits et des légumes, et c'est ainsi que le scorbut a disparu. L'alimentation typique à bord d'un navire à cette époque manquait notoirement de produits riches en nutriments essentiels. Dans les voyages
de long cours, les matelots se nourrissaient habituellement de biscuits et de viande séchée, avec quasiment pas de fruits ni de légumes. Il chargea à bord une grosse quantité de choucroute et ordonna à ses marins de consommer beaucoup de fruits et de légumes chaque fois qu'ils mettaient le pied à terre. Le scorbut devait emporter aucun de ses marins. Dans les décennies suivantes, toutes les flottes du monde adoptèrent le régime nautique de Cook, sauvant ainsi la vie d'innombrables marins et passagers. Et quand les colons ont découvert l'Amérique, dans les alentours des années 1500, comme on l'a vu tantôt, cela faisait déjà 16 000 ans qu'il y avait déjà des milliers d'indigènes qui y habitaient. On les nommait les Aztèques. Savez-vous ce que nous, on a fait à ces gens qui habitaient déjà en Amérique depuis 16 000 ans? On les a transportés en bateau jusqu'en Europe pour en faire des esclaves. Et les autres ont été tous tués. Pourquoi on avait besoin d'eux comme esclaves? Pour la révolution agricole en Europe. Et ensuite, quand il n'y avait plus d'indigènes en Amérique pour en faire des esclaves, savez-vous ce que les Européens ont fait? Ils sont allés en Afrique et ont fait la même chose avec les Noirs. Les villageois africains chargés de récolter le caoutchouc savaient imposer des quotas toujours plus hauts. Ceux qui n'y parvenaient pas étaient brutalement châtiés pour leur paresse. On leur coupait les bras. Par exemple, quand on ne massacrait pas des villages entiers entre 1885 et 1908, d'après les estimations les plus modérées, la poursuite de la croissance et des profits coûta la vie à 6 millions de personnes, au moins 20% de la population du Congo. Certaines estimations vont jusqu'à 10 millions de morts. Il y a eu des millions de Noirs innocents qui ont été tués. Et savez-vous pourquoi? Pour une seule raison, le profit, l'argent. Les gens investissaient dans des compagnies à la bourse qui cultivaient les matières premières. Ensuite, ces compagnies utilisaient cet argent pour aller chercher les Noirs en Afrique et les utilisaient comme esclaves pour cultiver ces matières premières et faire énormément de profit. Tout ça pour l'argent. Tout cela pour que les Européens sucrent leur thé et mangent des bonbons et que les magnats de sucre empochent d'énormes profits. Aucun État ou gouvernement ne contrôlait la traite négraire. Il s'agissait d'une entreprise purement économique organisée et financée par le marché au gré des lois de l'offre et de la demande. Les compagnies de traite négraire vendaient des actions dans les bourses d'Amsterdam, Londres et Paris. Les bourgeois européens, en quête de bons placements, en acquéraient. Grâce à ces fonds, les compagnies achetaient des esclaves en Afrique et les acheminaient en Amérique pour les vendre aux plantations. Pour terminer, ce que je trouve bizarre, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore certaines personnes qui n'aiment pas les Noirs, alors que presque tous les Noirs aiment les Blancs. Selon la logique, les Noirs devraient détester les Blancs pour ce qu'on leur a fait subir, et les Blancs devraient se sentir très mal pour ça. Et quand je dis que tous les Noirs aiment les Blancs, je ne parle pas des Noirs qui demeurent au Canada, en Europe, aux États-Unis. Je parle des Noirs qui demeurent en Afrique, plus précisément au Sénégal. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, ces jeunes garçons ont voulu prendre une photo avec moi, seulement parce qu'ils me trouvaient beau. Ils étaient impressionnés d'avoir une personne à la couleur blanche. Comme eux qui demeurent au Sénégal, malheureusement, ils ne peuvent pas sortir de leur pays sans un visa. Alors, d'une certaine façon, ils sont comme prisonniers. Une autre chose que je trouve triste, quand une personne travaille là-bas, il gagne un salaire, puis avec ce salaire, c'est même pas assez pour faire vivre une personne. Et quasiment la plupart des gens qui y travaillent, avec leur salaire, doivent faire vivre 10, 15 personnes, avec un seul salaire qui est très petit. Et comme je dis, ils sont comme prisonniers, vu qu'ils ont besoin d'un visa pour sortir. Mais par contre, je vous dis, tous les gens que j'ai vus là-bas, passer de 5 ans, peu importe l'âge, j'ai trouvé que c'était les gens les plus gentils, les plus respectueux et aussi les plus heureux que j'ai jamais vus de ma vie. Ça fut une des expériences les plus belles que j'ai vues, mais je ne veux pas m'éloigner du sujet. Et je vous dis un gros merci et je vous souhaite une très belle fin de journée.